Midi Plus présente Le Dame. Vicky Sommet. Le burn-out, c'est un nom anglo-saxon adopté partout dans le monde pour parler d'un mal qui touche aussi bien les hommes que les femmes, lesquelles ont du mal à identifier, car souvent elles ne veulent pas montrer leur faiblesse vis-à-vis d'un patron, d'un mari ou d'un enfant. Et pourtant, même quand tous les signaux sont au rouge, avec des douleurs inexpliquées et un mal-être général, elles font un déni de la souffrance de leur corps et de leur tête qui les somme d'arrêter cette course en avant. Avant de toucher le fond, le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve nous éclaire sur cette maladie peu connue encore et qui tente à essaimer dans notre société où performance et réussite sont les objectifs de chacun et chacune aujourd'hui. Docteur, le burn-out, ou doit-on dire le surmenage, sont-ils les conséquences directes d'une vie trop dense, trop rapide, trop pleine ? Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce mot ? Je pense que vous avez raison. Il s'agit en fait des conséquences d'un trop-plein. Et d'ailleurs, très souvent, les patients vous expriment un trop-plein. Les idées vont très très vite, qu'elles se chevauchent, qu'il n'y a plus de logique, qu'il n'y a plus de lien, que les histoires de la maison se mélangent avec les histoires du travail, qui se mélangent avec l'histoire des parents malades, qui se mélangent avec l'enfant qui a un problème. Il n'y a plus aucune logique, aucune limite, et ça donne une fatigue mentale. Et c'est là où le problème se pose. C'est que la question du mental, du psychisme est très peu conscientisée, je dirais, même si c'est une espèce de la palissade, c'est très peu conscientisé dans le sens où on a l'impression que la pensée, ça va de soi, quoi, et qu'on ne peut pas être fatigué mentalement, que ça ne peut être que physique. D'ailleurs, souvent, les personnes ressentent ce surmenage lorsque ça se manifeste physiquement. Tandis que ce bousculement d'idées dans leur tête, c'est comme si c'était normal et qu'à un moment, ça pouvait être géré. Or, il s'agit précisément de l'équivalent de porter des tonnes sur son dos, en réalité. Souvent, on dit à une femme qui vous dit « je suis épuisée », femme de 45 ans qui a 2 enfants, un super boulot, je suis épuisée, mais c'est normal. C'est normal, tu as des enfants, tu as un travail. Mais non, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'on n'ait plus le temps de respirer, qu'on n'ait plus le temps de penser à soi, qu'en fait, qu'on s'oublie totalement. Donc ces femmes qui souffrent d'une certaine manière ne sentent pas ou ne savent pas qu'elles sont, entre guillemets, malades. Est-ce que des sentiments tels que la honte ou le refus de se déclarer malade sont obligatoirement liés à la culpabilité ? Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas voir. Alors, c'est assez saisissant puisque, à de très nombreuses reprises, les femmes me disent « je marche sur 2 jambes, la jambe du manque de confiance en moi et la jambe de la culpabilité ». C'est dire si on est claudicante. Donc oui, bien sûr, ce sont des notions qui interviennent. Aujourd'hui, pour une femme est critiquable sur tous les registres et donc il faut qu'elle soit au taquet, il faut qu'elle soit parfaite dans tous les registres. Donc la course à la performance, le perfectionnisme, moi j'appelle ça des hyper-femmes. Ce sont des femmes qui cherchent à être bien sur tous les plans parce que de toute façon, même si elles en font des tonnes, ça ne sera jamais assez. Donc elles sont dans cette espèce de tension permanente et le fait de dire « je m'écroule », c'est comme si c'était pour elles l'échec de toute une vie. Et donc bien évidemment, elles vont utiliser des tonnes d'astuces que les hommes aussi, par ailleurs, utilisent. C'est vraiment le schéma que l'on retrouve dans le surmenage. Énormément d'astuces pour tenir le coup dans la journée, c'est-à-dire prendre du café, des stimulants, etc. Puis, puisque le sommeil n'est pas réparateur, prendre des choses pour dormir et avoir l'impression qu'on en a encore sous le capot et qu'on peut encore en faire. Et donc, quand on leur explique qu'il faut s'arrêter, eh bien non, c'est pas possible. Elles ne le conçoivent pas. Elles ne le conçoivent pas. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on dise que les Français profitent du système. Moi, je ne vois que des Français qui refusent de s'arrêter de travailler. Quand je demande à ces personnes, quand j'impose à ces personnes de s'arrêter de travailler parce qu'elles risquent leur vie,
parce que une des conséquences du burn-out, c'est aussi les tentatives de suicide, elles vous disent mais non, on va considérer que je profite du système, je ne suis pas vraiment malade en fait. Les femmes, c'est qu'on se surinvestit, mais dans tous les domaines. Que ce soit à la maison, ou dans nos loisirs personnels, ou professionnellement. On veut tout faire bien, et du coup, on n'y arrive pas. Et donc, on culpabilise, et c'est la chaîne infernale, quoi. Et ça, oui, c'est mon cas, et c'est le cas de beaucoup de gens, de beaucoup de femmes à qui je parle, ouais, clairement. Sur l'investissement, oui. Alors que les hommes, et ceux qui ont subi le même harcèlement que moi, eux, ils arrivent à peu près, en tout cas. Bon, je dis à peu près parce qu'il y en a un, je sais il a divorcé à cause de cette phase-là, donc c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Mais ils arrivent à séparer le professionnel du personnel. Il y a là des mots nouveaux qui apparaissent dans la sphère professionnelle, le harcèlement, comme on vient de l'entendre, la fatigue nerveuse, l'épuisement. Qu'est-ce qui a changé d'après vous, docteur, dans la manière dont les femmes investissent leur travail aujourd'hui ? Je pense qu'elles l'ont toujours investi de la même façon. Je pense que la lumière n'a pas été mise sur ces souffrances. Au départ, elles ont commencé par des métiers manuels. D'ailleurs, souvent, quand on parlait de la notion de santé au travail, on parlait des douleurs musculo-squelettiques qu'on attribuait très souvent aux femmes parce que c'était effectivement des positions plutôt de travaux manuels, etc. Aujourd'hui, les femmes accèdent à des postes intellectuels et à des responsabilités intellectuelles importantes. Donc, elle rentre dans le réel, registre de tout le lexique de la souffrance au travail, mais à leur manière, mais de leur point de vue à elles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes. Elles ont d'abord une façon d'aborder le travail différent. Elles se sentent encore aujourd'hui, alors que ça fait 50 ans qu'elles ont aujourd'hui accès au travail, elles se sentent toujours illégitimes. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme dit le témoignage, elles se surinvestissent pour ne pas paraître illégitime. Il y a ce syndrome d'imposteur qui est toujours là chez des femmes qui vous disent en fait non, je suis arrivée là par hasard. Je suis sûre que c'est parce que j'ai eu de la chance, mais alors qu'elles travaillent jour et nuit, qu'elles sont compétentes, qu'elles réussissent parfois parmi les meilleures dans les diplômes, mais non. Il y a toujours cette idée selon laquelle elles seraient là par hasard. Alors le burn-out, c'est au travail, mais est-ce que ça peut être aussi dans le comportement, dans les émotions ? C'est-à-dire qu'il y a comme ça un surmenage ou une lassitude dans tous les sentiments qu'on exprime ? C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, puisque ce sont des femmes qui vous disent qu'à la maison, elles sont irritables, que leurs enfants ne les reconnaissent plus, qu'elle est invivable, qu'elles ne laissent plus de place à leur compagne ou à leur compagnon, qu'elles s'isolent, ou alors qu'elles prennent leur travail à la maison. Et donc, oui, c'est le surmenage, il faut comprendre ça comme quelque chose qui touche en fait tous les secteurs de l'individu, y compris physique, je dirais. Des palpitations, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, même des troubles gynécologiques sévères. Pendant les vacances, je n'ai fait que penser au travail, à traiter des choses professionnelles qu'on ne me demandait pas de traiter, mais dans ma tête, il fallait que je les réalise. Et en rentrant de vacances, le lundi matin, j'étais dans un état qui n'était pas du tout un état normal, puisque je tremblais, j'avais des sueurs, je vomissais dans le parking, je vomissais au bureau. J'ai eu une sorte de gros stop physique. Voilà, c'était vraiment un stop de mon corps que j'arrivais pas encore à analyser. Je savais pas ce qui m'arrivait, mais c'était vraiment l'arrivée au travail dans le parking. Ça a été assez désastreux en fait. Donc il y a un moment où le corps dit stop. Peut-être c'est un ordre qui vient de la tête ou est-ce un ordre qui vient du corps directement ? Et peut-être aussi à quel moment ?
Oui, alors c'est une question très intéressante parce qu'au moment où nous les voyons, nous psychiatres voyons les patients, c'est un petit peu avant que le corps dise stop. C'est-à-dire quand le corps dit stop, c'est le moment où on peut plus se lever du lit, où on se met devant la porte pour sortir et on ne peut plus. Et là, les personnes sont souvent hospitalisées. Donc nous, ce qu'on voit en ambulatoire, je dirais, évidemment, puisque ce sont des psychiatres qui les voient en hospitalisation, mais en ambulatoire, ce sont des personnes qui sont un petit peu avant ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils sont alarmés par leur entourage, généralement, ou parfois, lorsque l'environnement professionnel est bienveillant, par l'environnement professionnel. Donc c'est un petit peu les deux. C'est la tête qui est surmenée et qui dit stop au corps. Et donc le mental est aussi fort que le corps à ce moment-là, le physique et le mental, et la patiente ou la personne ne sait entendre ni l'un ni l'autre. Ah oui, ce sont des personnes qui sont comme dans une espèce, quand ils vous décrivent cet état-là, ils vous décrivent une espèce de transe, comme si il n'y avait que le travail qui était possible, peu importe les conséquences. Une de mes patientes me disait « Je travaille sur un dossier sur lequel on ne m'a jamais demandé de travailler. J'étais sûre que ce dossier-là n'allait pas être pris en compte, mais pour moi, c'était important parce que j'étais convaincue de l'importance de ce dossier. J'y ai travaillé tout l'été et je l'ai présenté à mon patron. Il m'a dit que ça ne valait, tout ce travail était bien, etc., mais qu'on s'en fichait. Mais elle me disait, je savais que j'allais au casse-pipe, mais je ne concevais pas que ça puisse être inutile. J'avais pas envie de lâcher parce que pour moi, c'était comme m'avouer faible. Il fallait que je sois forte, il fallait pas que je renonce ou il fallait pas que... Il y a une sorte de pression pour montrer que j'étais forte et que j'étais là et que je baissais pas les bras et que il fallait que j'aille au bout en fait. Ouais, quelque chose de un peu maternant peut-être. Il y avait des week-ends où j'arrivais pas à me lever du lit. Je pensais qu'au travail en fait et j'arrivais pas à sortir de mon lit, j'arrivais pas à assumer ma vie familiale. Et j'étais pas du tout disponible pour les gens autour de moi, pour mes enfants, pour mon mari. Quand j'y repense, je me dis, mais j'ai pas été là pour la rentrée des classes. J'étais là physiquement, mais j'ai aucun souvenir dans ma tête parce que ma tête n'y était pas en fait. On voit donc, docteur, que les symptômes ou les comportements sont pourtant explicites si on regarde ça avec un peu de recul. Et pourtant, une femme surmenée, on le voit aussi, ne veut pas l'accepter. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui peut-être auraient pu l'alerter ? Oui, il y a beaucoup de signes avant-coureurs. Il y a cette frénésie de travail. Les facteurs de risque sont aussi ceux d'un mauvais environnement professionnel avec une pression importante de la part de la hiérarchie, une forme d'irritabilité. Et je vais dire une chose là qui va peut-être en étonner quelques-uns. Le perfectionnisme est un facteur de risque majeur. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire « Ah oui, il est très bien, il est perfectionniste », mais en réalité, le perfectionnisme peut être extrêmement handicapant et épuisant. Ces personnes qui cherchent à fignoler un dossier à la virgule, au point-virgule près, sont des personnes qui s'épuisent au travail. Il y a aussi d'autres facteurs qu'on peut identifier par avance. C'est lorsque l'on est sur une mission qui ne correspond pas à ce qu'on avait envie de faire. Et pour ne pas montrer justement qu'on n'est pas apte ou on y va quand même et on déploie des tonnes d'efforts pour pouvoir réaliser cette mission. Et là, évidemment, la fatigue est perceptible. Généralement, les gens autour de vous sentent cette fatigue chez vous, mais la personne elle-même ne s'en rend pas compte. Et ce qui est intéressant aussi, si je peux me permettre de rajouter cela, c'est que lorsque les patients consultent et qu'on leur dit « mais vous êtes en surmenage »,
il faut vous arrêter. Ils ne reconnaissent pas. Ils disent mais non, mais je dois travailler, j'ai encore un dossier à terminer, etc. Donc on leur dit si vous continuez, vous allez vraiment arriver au stade justement où plus rien ne va démarrer. C'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir vous lever du lit. Et demandez à votre entourage, parce qu'aujourd'hui, et malheureusement actuellement après la pandémie, nous voyons énormément de surmenage. Et donc on dit à nos patients, demandez autour de vous si une personne a déjà vécu un surmenage. Parce que, très bien, l'académie et ce que dit la science n'est peut-être pas audible à vos oreilles, mais demandez à vos collègues. Et il est vrai que lorsque la personne entend un témoignage d'un de ses pairs, je dirais, là, elle se dit, en fait, c'est vrai. J'avais pas envie de voir la réalité, j'acceptais pas du tout la situation en fait. Et le premier pas c'est d'accepter, mais c'est très difficile d'accepter qu'on va mal, qu'on est malade et qu'il faut prendre soin de soi et que c'est ça la première priorité. En fait, tous les signaux étaient au rouge, tous. J'ai eu plein de symptômes physiques avant, j'ai eu même des prises de conscience parfois, mais très fulgurantes. Je pense que vraiment tout mon corps me l'a dit sur plein de façons différentes et j'ai pas du tout voulu le voir. J'ai eu des acouphènes, j'avais des douleurs atroces des épaules jusqu'au bout des doigts, des nausées, un sommeil inexistant, je dormais 3 heures par nuit. J'avais l'esprit qui débordait d'imagination hyper négative, idées noires. Vous avez pensé à la mort ? Oui. Un jour, je me promenais au bord de l'eau et je me suis dit, mais de toute façon, à quoi ça ira jamais. Je voyais pas dans ma tête une lueur d'espoir. Si je suis plus là, ce sera peut-être plus simple, en fait. On voit que les répercussions sont importantes, des troubles physiques ou mentaux, des réactions dermiques, les douleurs du corps, des pieds à la tête, des pensées négatives, vous l'avez précisé. Ce témoignage est assez glaçant. Est-ce que le burn-out peut-il vraiment conduire à la mort s'il n'est pas soigné ? Bien sûr. J'ai en tête là au moins 3 personnes qui sont venues me voir, l'une après une hospitalisation, justement, précisément. C'était l'histoire d'une personne qui a voulu se mettre dans un mur pour que ça s'arrête. Donc elle me disait que, en fait, elle n'avait pas franchement envie de mourir, mais que tout s'arrête. Alors oui, c'est grave. Et donc ça me permet aussi là de dire que dans les entreprises, la place de la santé mentale doit vraiment être dans les piliers de développement d'une entreprise, et pour les hommes et pour les femmes. Et puisque nous parlons des femmes aujourd'hui ici, il faut tenir compte des différentes périodes de la vie des femmes. Il faut tenir compte de la vie d'une jeune femme, d'une mère. Donc la période de l'allaitement doit être prise en considération. Ça doit faire bourdonner les oreilles de beaucoup, mais c'est un vrai sujet. Il faut tenir compte de la période de la ménopause. Les femmes peuvent se remettre en question leurs compétences, avoir moins confiance en elles, parfois être fatiguées, être entre des enfants à problème et des parents malades, mourants. Ce sont souvent les femmes qui sont en charge, qui sont des aidantes en fait. Donc tout ça doit véritablement alerter les responsables des entreprises, bien sûr. En conclusion, docteur, des symptômes qui interrogent, un état qui n'est pas normal, un mauvais sommeil, un stress aigu, une isolation sociale. Comment se sortir de ce mal-être ? Il y a l'automédication, il y a aussi la consultation d'un médecin ou d'un psychiatre. Tout est à revoir et à penser pour qu'une fois le problème résolu, on ne retombe pas dans ses erreurs et on adopte de nouvelles attitudes pour vivre bien au travail ou même en société. Merci. Le DAM était présenté par Vicky Sommet avec le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, directrice de publication Marie-Hélène Cossé, réalisation Patrick Champré, production Actu en ligne, graphisme François Chantret. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Bleu Dame. Au revoir.